Manger peut être une activité plaisante pour la plupart d'entre nous. Aller au restaurant, faire un pique-nique ou un souper de famille sont de bonnes occasions pour se rassembler. Toutefois, pour un enfant qui présente une déficience motrice, cette activité peut être très complexe et peut demander beaucoup d'énergie. Ainsi, l'objectif de cette vidéo est de survoler les grands principes pouvant permettre à un enfant qui présente une dysphagie de s'alimenter en toute sécurité et d'avoir autant de plaisir que nous à déguster un bon repas. Mais d'abord, qu'est-ce que la dysphagie? C'est un trouble de l'alimentation qui peut se présenter à plusieurs niveaux. On parle de dysphagie orale lorsqu'une personne a de la difficulté à produire des mouvements des lèvres, de la mâchoire et de la langue. Des signes observables de dysphagie orale sont entre autres l'écoulement de la nourriture par la bouche, la présence de résidus une fois que la personne a avalé et un temps anormalement long avant d'avaler. D'autre part, on parle de dysphagie pharyngée lorsqu'il y a présence de difficultés à avaler correctement les liquides ou la nourriture et à protéger ses voies respiratoires pour éviter que la nourriture ne se rende dans les poumons. Ce type de dysphagie peut se traduire par de la toux ou un changement dans la voix et la respiration. Les aspirations peuvent aussi en être la conséquence. Une aspiration est le terme utilisé pour désigner que la nourriture, au lieu de se rendre dans l'œsophage comme présenté ici, fait fausse route et se retrouve dans les voies respiratoires, pouvant alors causer des infections comme la pneumonie. Finalement, sachez qu'il est possible qu'une personne ait une dysphagie oropharyngée qui réunit la dysphagie orale et la dysphagie pharyngée. Heureusement, il existe des recommandations qui servent à limiter les risques de la dysphagie. Attention, avant de passer aux moyens visant à limiter les dangers de la dysphagie, je tiens à souligner que les recommandations de cette vidéo sont émises de manière générale. Si vous avez des questionnements, je vous invite à consulter l'équipe d'alimentation de votre milieu afin de valider si ces recommandations peuvent s'appliquer. Avant toute chose, il est important de s'assurer que l'enfant est disposé à être alimenté, c'est-à-dire qu'il respire bien, qu'il n'a pas de douleur comme un mal de ventre ou un mal de cœur, et qu'il est assez réveillé pour manger. Par la suite, l'enfant devrait être assis dans une position où il a les fesses bien assis au fond de sa chaise. Le positionnement devrait aussi lui offrir une bonne stabilité au tronc, au cou et à la tête. Il est également suggéré que les membres inférieurs soient bien appuyés au sol ou sur les appuis-pieds. S'il possède un fauteuil roulant ou un siège de posture, il s'agit probablement du meilleur endroit pour être alimenté considérant le support offert. Il est important de faire attention au positionnement de la tête et de limiter l'extension. En effet, cette position ouvre les voies respiratoires, ce qui met l'enfant plus à risque d'aspirer la nourriture. Durant l'alimentation, assurez-vous d'offrir des bouchées et des gorgées de grosseur bien tolérées par l'enfant et selon un rythme adéquat. Il est important de s'assurer que l'enfant a bien vidé sa bouche avant de lui donner une autre bouchée, ainsi qu'à la fin du repas. Il est également déconseillé de racler la nourriture qui s'étale autour de la bouche avec la cuillère et d'essuyer trop fréquemment, car cela a tendance à mélanger toutes les stimulations sensorielles dont l'enfant a besoin pour s'alimenter. Éponger doucement avec une serviette est alors une bonne alternative pour les enfants qui ont tendance à se saler. Également, sachez qu'il existe plusieurs textures et consistances et qu'il est toujours possible d'épaissir un liquide et de réduire un solide en purée. Si l'ergothérapeute, l'orthophoniste ou la nutritionniste vous a suggéré des consistances et des textures particulières, il est important de les respecter. Épaissir un liquide limite les risques d'aspiration, alors que de réduire en purée un solide permet à l'enfant de mieux gérer la nourriture dans sa bouche. Rappelez-vous toujours que ces recommandations ont été émises pour la sécurité de l'enfant en fonction de ses habiletés orales et motrices. D'un autre côté, plusieurs aides techniques existent et peuvent aider l'enfant à s'alimenter. Je vous suggère de vous informer auprès de votre ergothérapeute si vous vous questionnez quant aux ustensiles et verres adaptés à utiliser. Malgré toutes ces recommandations, il est tout de même important que vous puissiez reconnaître les signes de dysphagie afin de mieux y réagir. En plus de ceux présentés précédemment comme la toux et un changement dans la voix ou la respiration, des râlements de gorge, des hauts de cœur, les yeux mouillés ou plusieurs déglutitions pour avaler une bouchée peuvent tous être des signes démontrés par l'enfant qui présente une dysphagie. Il est important d'être vigilant et de s'assurer que les signes que vous observez sont connus des professionnels de votre milieu. Finalement, chaque enfant présente une manière de communiquer différente et il est important d'être attentif pour savoir ce qu'il souhaite nous exprimer.
Tourner la tête à l'approche de la cuillère et pousser la cuillère avec la langue peuvent être des signes que l'enfant n'a plus faim. Des grimaces peuvent aussi témoigner que l'enfant trouve la nourriture trop chaude ou trop froide. Les yeux lourds ou une lenteur entre les bouchées peuvent démontrer que l'enfant est fatigué. Je vous invite donc à être attentif aux signes que l'enfant vous démontre pour mieux le comprendre. En conclusion, plusieurs principes de base permettent de rendre l'alimentation plus sécuritaire pour votre enfant. La meilleure solution reste tout de même de suivre les recommandations émises par l'équipe d'alimentation de votre milieu afin d'assurer la santé, la sécurité et le plaisir en mangeant. Bon appétit!